Merci. Merci de vous installer tranquillement. On démarre donc une nouvelle conférence. On a la chance d'accueillir Patrice Percy-Ducerre, qui est spécialiste en apithérapie. Donc l'apithérapie, c'est le miel, le propolis et aussi donc le pollen. Il a déjà écrit 2 livres que vous pouvez trouver sur son stand. Donc c'est Pollen qui nous soigne. Et le deuxième, Patrice ? Et apithérapie. Et là, on a la chance de sa présence pour nous parler, effectivement. Donc, sa conférence, c'est Gestion de l'intestin, notre deuxième cerveau, bien-être, immunité et vieillissement. Donc, je souhaite une très belle conférence. Je vais donner la parole à Patrice Percy-Ducerre. Merci. Bonjour. Je suis très intimidé, vraiment, de vous donner cette conférence. Voilà. Donc, oui, je suis formateur en France en apithérapie, à thérapie par les produits de la ruche. Donc, on a cité le miel. Je ne m'attarderai pas sur le miel, puisque d'abord, vous le connaissez bien. Ensuite, simplement pour dire qu'il est utilisé maintenant en France, au Maroc aussi d'ailleurs, et dans bien des pays, pour cicatriser les plaies. Quand une plaie, quand il y a une opération, on coupe la peau, on remet des agrafes ou des fils. Là, on n'utilise pas le miel. Mais dans certains cas, une cicatrisation par plaie ouverte, eh bien, le miel fait mieux que n'importe quel produit pharmaceutique. Voilà. Ça permet d'expurger la plaie. La plaie va rejeter ce dont elle n'a pas besoin. Et le bourgeonnement va arriver et la cicatrisation va arriver. Donc, c'est très simple. Voilà. Oui. Les miels de thym sont assez favorisés, mais tous les miels vont fonctionner. Voilà. Alors, il y a un autre produit bizarre, c'est l'air de la ruche. Je travaille en recherche à l'heure actuelle sur ça. J'ai monté un petit centre de recherche à ce niveau-là. Et j'avais découvert en 2013, dans un congrès mondial d'apiculture à Kiev, en Ukraine, juste avant les premiers événements d'Ukraine, qu'un apiculteur vendait des cabanes dans lesquelles les gens s'allongeaient pendant 2 heures. Et il y avait 4 ruches sous la cabane. Ils ouvraient des trappes grillagées et l'air chaud des ruches montait. Et il me disait que ça soignait l'asthme, les allergies et les migraines. Donc c'est une technique qui me paraissait bizarre. Et je l'ai questionné au niveau scientifique pour savoir quelles étaient les recherches qui avaient été faites. Il dit non, on utilise ça. C'est mon grand-père qui avait mis ça au point. Les médecins se moquaient de lui. Et puis quand ils ont vu des patients qui revenaient et qui étaient soignés par cette technique, eh bien ils nous ont envoyé des patients. Et maintenant, moi, j'ai 30 cabanes et elles sont pleines toute la belle saison parce que les médecins m'envoient du monde. Vous voyez ? Alors, en rentrant, j'ai présenté un concours de recherche pour savoir ce qu'il y avait dans l'air des ruches. Parce que nous, Français, on est cartésiens, quoi. Tant que ce n'est pas prouvé par A plus B, on n'y croit pas, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement quand ça marche que c'est bien, quoi. Il faut prouver le mécanisme d'action. Et puis j'ai gagné ce concours et j'ai pu travailler avec la fac de sciences de Bordeaux. Et on a découvert qu'il y avait 11 molécules très présentes dans l'air de la ruche, qui sont des phéromones, des substances chimiques émises par les larves d'abeilles. Ce sont les bébés qui gouvernent la ruche, ce n'est pas la reine en fait. Comme chez vous, si vous avez un nourrisson qui pleure, eh bien la maman elle a une montée de lait, elle va vite le nourrir. Bien, la larve, elle ne sait pas pleurer, les abeilles ne font pas de lait. Donc, en fait, elle émet des substances chimiques et ça va signifier le besoin de soins que la larve a et que l'abeille va pouvoir satisfaire. Vous voyez ? Et avec le nom de ces molécules, je suis allé sur les banques de données scientifiques et il y a une publication faite par des Turcs. Il faut dire que la quasi-totalité des publications en apithérapie sont faites dans les pays musulmans. Parce que dans les pays musulmans, l'abeille a un statut particulier que vous connaissez toutes et tous. Et donc, il y a un préjugé favorable. Alors, il ne faut pas que ce préjugé, à mon avis, soit simplement des croyances
Ça n'empêche pas d'étudier de manière scientifique et de comprendre pourquoi ça fait ça, comment ça fait ça, et à quelle dose tel produit. Voilà, vous comprenez. Voilà, c'est mon opinion. Bon, moi, je suis né au Maroc, donc j'ai laissé au Maroc la moitié de mon cœur. Et donc, j'ai aussi, mes parents avaient quelques ruches, et j'ai aussi cet attachement profond à l'abeille, comme vous toutes et tous. Voilà. Et donc, en Turquie, il y a une publication qui a montré que le méthylpalmitate, qui est une des phéromones émises par les larves d'abeilles, est aussi efficace sur des souris qu'on rend asthmatiques que des corticoïdes, que de la cortisone. Et donc, ça n'agit, c'est pas du tout les mêmes molécules. Ça n'agit pas du tout de la même manière. Et voilà, c'est ce que j'explique dans mon livre Apithérapie. Voilà. Donc, voilà, c'est une chaîne de valeur sur ce produit de la ruche qui est en cours de démarrage. Et ça va pouvoir se réaliser au Maroc aussi, où j'ai créé une installation pour ça. Voilà, mais je vais vous parler maintenant du pollen. Le pollen, pour la plante, c'est la cellule fécondante des fleurs. Donc c'est une cellule qui est absolument nécessaire pour que les plantes puissent se reproduire. Parce que la plante, elle est immobile. Or, la nature a horreur de la consanguinité. Tout progresse par la diversité génétique. Voilà. C'est ce qui permet aux plantes, aux animaux, à tout le monde, de s'adapter au cours de l'évolution du temps, au cours des millions d'années. D'accord ? Donc, ce sont les cellules fécondantes de la plante. Et la plante s'est associée à l'abeille pour disséminer ces cellules. Parce que la plante, elle est immobile. Alors, il y a des plantes qui disséminent dans le vent, dont des grains de pollen très légers, qui n'ont aucun intérêt diététique et qui sont souvent irritants et qui peuvent provoquer des allergies. Mais les autres plantes ont fait affaire avec l'abeille qui transporte ce grain de pollen. Et donc, ces plantes en ont fait une nourriture. Voilà. Donc, pour les abeilles, c'est leur nourriture. Je dirais, avant le miel, principal, c'est avec le pollen que les abeilles nourrissent les larves d'abeilles. Parce que le pollen contient autant de protéines que de la viande ou du poisson. Donc, c'est d'une richesse extrême. Il y a tous les micronutriments dedans. Voilà. D'ailleurs, j'ai un ami portugais qui s'est dit, s'il y a tout dedans, moi, pendant 6 mois, je vais manger que du pollen et je vais voir ce qui arrive. Et il s'est nourri que de pollen. Et donc, il dormait un tiers de temps en moins, voilà. Et son esprit était beaucoup plus actif. Et il a perdu quelques kilos, mais pas de manière dramatique. Et il était en parfaite santé, quoi, en mangeant que du pollen, quoi. Vous voyez ? C'est pas ce que je vous conseille. Hein. Je vous conseille parce qu'il n'y aurait pas assez de pollen sur Terre pour nourrir toutes ici. C'est ça, voilà. Donc, c'est l'aliment principalement des larves d'abeilles. Voilà. Pour les humains, eh bien, c'est un produit qui est très important parce que dans notre nourriture, que ce soit une nourriture marocaine, française, une nourriture de gens civilisés, eh bien, on cuisine, on cuit, on raffine, on conserve. Et donc, on a un déficit dans notre nourriture en micronutriments. On devrait avoir la même nourriture que les chimpanzés. Ne me faites pas dire qu'on descend des chimpanzés, hein. Je vous attends. Mais on devrait avoir le même type de nourriture. Bien, si je prends par exemple une molécule comme les polyphénols. Le polyphénol, c'est une molécule essentielle. On va en reparler avec la propolis. Eh bien, les polyphénols, un chimpanzé va en consommer 15 fois plus que nous dans une nourriture entre guillemets équilibrée, avec 5 fruits et légumes par jour. Enfin bon, ce que conseillent tous les diététiciens, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, on a un déficit en micronutriments. Et ces micronutriments sont très importants pour notre santé. Et pourquoi ça dans le pollen ? Bien parce que
c'est la petite cellule fécondante qui doit voyager sur un corps d'abeille pendant plusieurs dizaines de minutes, quelquefois, pour aller féconder le plus loin possible. Parce que le grain de pollen qui a une survie très réduite, il va féconder juste les plantes autour. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Consanguinité. Consanguinité, c'est disparition de l'espèce, parce qu'elle est incapable de s'adapter. Voilà. J'adhère à ça au niveau philosophique aussi. Pour moi, la diversité des opinions, des coutumes, tout ça, c'est une richesse. Donc, les grains de pollen vont pouvoir agir de manière forte. Voilà. Ça, c'est un petit tableau. Bon, vous ne pouvez pas le lire. Je l'ai fait exprès. Eh bien, ce que vous voyez coloré en foncé, c'est plus de 30% de l'apport journalier recommandé de substances comme les fibres, et les différents acides aminés, etc., les vitamines par jour. Vous voyez, donc, on peut même titrer cette richesse. Voilà. Et ça va avoir des effets très bizarres sur la santé. Par exemple, si on a fait pas mal d'expérimentations sur les animaux, donc on a donné du pollen à des rats à qui on avait retiré les ovaires. Donc c'est un modèle animal de la ménopause. Voilà. Et donc la colonne bleue, ce sont les rats témoins qui ont été opérés et recousus sans retirer les ovaires. Et la deuxième colonne, on a retiré les... Hop, voilà, celle-là. Oh là là. J'avais jamais eu un pointeur aussi magistral. Hein, vraiment. C'est presque ésotérique. Hein. Voilà. Donc oh là là, mais en plus, ça me passe les trucs tout seul. C'est trop. Voilà. Donc là, on a retiré les ovaires et on n'aura pas donné de pollen. Et les 3 autres colonnes, on a donné des doses différentes de pollen, de 2,5% jusqu'à 10% dans l'alimentation. Et on a mesuré les pertes de calcium dans les urines de ces rats. Et on s'est aperçu qu'il y avait une diminution des pertes de calcium d'environ 40% dans les urines. Donc la femme ménopausée, eh bien, c'est intéressant qu'elle garde son calcium. Donc le pollen peut aider à garder son calcium. Vous voyez. Ensuite, on a fait des extraits à l'eau de pollen. Et c'est-à-dire que vous prenez du pollen frais, hein, vous le mettez dans de l'eau tiède, vous filtrez à travers un filtre à café en papier, et c'est cette eau de pollen, cet extrait à l'eau de pollen, qu'on a mis sur des géloses MRS sur lesquelles les lactoferments poussent. Et vous voyez, toutes ces taches blanches, ce sont des colonies de lactoferments qui ont poussé. Donc ces lactoferments sont très présents dans le pollen quand ce pollen est frais ou congelé. Par contre, quand on sèche le pollen, ces lactoferments ne peuvent pas être sporulés. Ils ne peuvent pas être réduits en des poudres. Vous voyez. Et donc, voilà. Et pour nous, ces ferments, on s'est dit à quoi ils servent et pourquoi. Eh bien, on a par exemple fait des cultures de salmonelle, hein, qui est un germe pathogène très puissant, très mauvais. On a ajouté du pollen ou des probiotiques du commerce. Voilà. Et ensuite, on a mis à l'étuve pendant 24 heures ou 48 heures et on a étalé sur des boîtes de pétri, comme vous avez vu tout à l'heure, pour lire les résultats, pour voir si le pollen frais avait une action d'inhibition des germes pathogènes de notre flore intestinale. On a fait ça sur 8 germes potentiellement pathogènes de la flore intestinale. Et sur les 8 germes, on a le même type de résultat. Sur ce pollen de cyste, par exemple, je lui ai donné 4 étoiles parce qu'il n'y a plus une salmonelle qui a poussé. Personnellement, au niveau bactériologique, simplement bactériologique, j'aime bien les salmonelles parce que quand elles poussent sur une boîte de pétri, elles pompent le colorant rouge et elles sont rouges vifs, donc on les voit bien, quoi. Les autres en blanc, là, évidemment, on ne les voit pas bien, quoi.
Et tandis que là, il n'y a que les salmonelles qui pompent ce colorant dans ces analyses, quoi, hein. Et alors, on a testé 12 produits du commerce, achetés en pharmacie, achetés en diététique, achetés par correspondance. Et sur les 12, on a le même résultat. C'est-à-dire que vous voyez le témoin, voilà, où on n'a pas mis ni pollen ni rien, eh bien les salmonelles poussent. Eh bien, probiotique numéro 1, probiotique numéro 2, on est allé jusqu'à 12. Voilà. Et on est tombé même sur un soi-disant probiotique vendu en pharmacie dans lequel on a découvert... Alors là, ça tuait toutes les salmonelles. Et on s'est demandé pourquoi. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme germe là-dedans qui détruit toutes les salmonelles? On a essayé de cultiver les germes, il n'y a rien qui a poussé. Et puis en regardant sur l'étiquette, on a vu qu'il y avait des sulfites. Donc on vous vend un truc pour réensemencer l'intestin en bonnes bactéries et qui est stérilisé par des sulfites, quoi. Donc c'est carrément de l'escroquerie, quoi, hein. Ouais, voilà. Alors après, en matière de probiotiques, les publications qu'il faut lire, c'est celles venant des États-Unis. Parce que les probiotiques sont sous la règle de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc ça se fait comme un médicament. Alors qu'en Europe, il n'y a que 2 gros producteurs et ils se sont débrouillés pour que ça soit classé dans les compléments alimentaires normal. Et donc, c'est fait un peu n'importe comment, quoi. Voilà. Donc, en fait, le meilleur probiotique, c'est le pollen frais, voilà, ou congelé. On a testé, alors on a découvert que sur le pollen de cyste, on avait des personnes qui avaient des rectocolites hémorragiques ou des maladies de Crohn. Et quand ils consommaient du pollen de cyste, ces pathologies se mettaient en rémission. Voilà. Et quand ils arrêtaient, au bout d'1 mois, 2 mois, eh bien, la pathologie redevenait pesante, quoi. Et donc on a travaillé avec l'INRA de Toulouse, où avec un chercheur que je rémunérais, qui travaillait sous l'égide d'une maître de recherche. Et on a donné à des rats, c'est la colonne bleue, là, c'est le témoin, on a donné de la nourriture normale des rats de laboratoire. La deuxième colonne, on a donné du pollen sec. Ouais. Et la troisième colonne, on a donné du pollen frais. Et on a provoqué une inflammation du côlon par un produit toxique qu'on met dans le côlon des rats. Et donc, on a vu qu'il y avait une diminution de 40% des lésions avec le pollen frais, quoi. Donc, ça apporte une protection de la muqueuse intestinale, la muqueuse du côlon, qui est très importante. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, consommer du pollen, c'est déjà préserver sa flore intestinale. Et ça va permettre de vivre plus en forme, etc. Je vais vous dire comment j'ai découvert le pollen. Moi, je suis de formation ingénieur en agriculture, je ne suis pas du tout médecin, hein. Et puis, j'ai fait 15 ans d'apiculture professionnelle avec 400 ruches dans le Lot-et-Garonne, entre Agen et Bordeaux. Et puis, j'ai eu une pathologie pulmonaire, une sarcoïdose pulmonaire, en 92-93. Et l'hiver 92-93, j'étais très épuisé. En plus, j'avais fait 2 infections pulmonaires soignées par antibiotiques. Et au printemps, vraiment, j'étais vraiment vidé, quoi, hein. Et j'avais des ruches à côté de ma maison. Et je suis allé brancher les trappes à pollen, parce que je récoltais déjà du pollen pour les fournir aux élevages de bourdons. Les bourdons pollinisent les serres de tomates, et ce sont les principaux consommateurs de pollen en Europe. Et donc, j'ai consommé chaque jour le pollen que produisaient 6 ou 7 ruches que j'avais à côté de ma maison. Et par gourmandise, simplement, parce que j'aimais le goût. Ça sent la fleur, c'est fondant en bouche, c'est délicieux. C'était du pollen de saule et puis d'arbres fruitiers. Voilà. Et j'en ai consommé jusqu'à 200 grammes par jour. Je mangeais ça comme on mange un gâteau, quoi, mais qu'on est vraiment gourmand, quoi. Voilà. Et puis au bout de 8 jours, j'ai ressenti une dynamisation de mon état de santé.
Et j'ai même repris l'enfumoir et je suis reparti commencer à visiter les ruchers parce qu'il y avait du soleil qui faisait beau. C'était le début de la saison apicole. Alors j'étais fatigable toujours parce que ma sarcoïdose était là. Mais tout avait changé au niveau de mon état de forme, quoi, hein. Voilà. Et donc j'ai arrêté de prendre du pollen et je suis retombé dans la fatigue. Et je recommençais à en prendre et là ça m'a redynamisé de nouveau. Et puis depuis, j'ai plus jamais arrêté d'en prendre. Mais ça a éveillé ma curiosité et j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'essaye toujours de comprendre pour ça, quoi. Je reste cartésien, voilà, avec la moitié de mon cerveau qui est très, voilà, qui est très comme ça, quoi. Et donc, je ne pouvais pas me contenter simplement d'aller bien. Puis je me suis dit, mais si ça m'a fait du bien à moi, ça peut faire du bien à d'autres. Et j'avais un profond désir de partage. Donc, j'ai commencé à travailler cette question. J'ai trouvé un procédé. Alors, congelé, il marchait aussi bien, hein, ça me donnait aussi bien la forme. Mais en 92-93, il n'y avait aucun congélateur dans les magasins diététiques où j'aurais pu le vendre. Donc, il fallait que je l'envoie directement au consommateur. Donc, j'ai mis au point un procédé de conservation qui est la mise sous une atmosphère contrôlée pendant la congélation et qui permet de l'envoyer par la poste et ça peut rester sans congélation pendant une semaine. Voilà. Et c'est ce procédé que je voudrais transférer au Maroc maintenant. Et voilà. Parce qu'il y a certains très bons pollens au Maroc, très bons pollens en Europe. Et c'est bien de pouvoir avoir les deux. Parce que certains pollens, par exemple le pollen de saule, lui, ne pourra jamais être produit au Maroc. Et c'est un pollen qui peut empêcher la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte, parce qu'il contient énormément de lutéine et zéaxanthine, qui sont des substances dont on est en carence. La dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte sont des pathologies du vieillissement, mais qui sont dues à des carences. Voilà, donc... Alors l'abeille, quand elle butine le pollen, elle arrive avec son jabot plein de nectar et elle fait un petit vol stationnaire. Observez les abeilles en train de butiner avec du pollen sur leurs pattes. Vous verrez, elle fait un petit vol stationnaire comme un petit hélicoptère devant chaque fleur. Et là, elle régurgite du nectar et elle va le passer de patte en patte et elle va mouiller ses pattes postérieures. Et c'est là que le pollen va s'agglomérer. Donc là, en vol stationnaire, elle fabrique de l'électricité. Et le pollen qui se trouve sur ses poils va rejoindre la zone humide où elle a mis du nectar sur ses pattes. Et c'est comme ça qu'elle agglomère le pollen sur ses pattes. Ce n'est pas en brossant sa toison, hein, comme on l'explique dans les cours d'apiculture. Et donc, comme dans le jabot du pollen, ça c'est une image horrible, mais bon, qui permet d'expliquer, c'est une dissection d'abeilles. Ça c'est le proventricule que vous voyez, l'ampoule là. Eh bien, il y a une membrane très très fine. L'abeille a plusieurs estomacs. C'est l'estomac avec lequel elle va transporter l'eau, le nectar et le miel, pas le pollen. Et donc, dans la paroi de cette ampoule là, de cet estomac, il y a des petites niches. Et c'est Olofsson et Vasquez, deux chercheurs suédois avec lesquels j'ai travaillé, qui ont mis ça sous microscope électronique. Et ils ont vu que l'abeille a des niches, des petites niches dans lesquelles se multiplient les ferments lactiques. Et ces ferments lactiques sont nourris par l'abeille dans leur jabot, parce que l'abeille sécrète des acides aminés pour nourrir les ferments lactiques. Donc l'abeille fait une sorte de lait, bon, c'est surprenant, hein, fait une sorte de lait pour nourrir les ferments qu'elle va utiliser pour conserver son pollen à l'intérieur de la ruche. On peut être ébloui par l'abeille, mais quand on travaille au niveau scientifique, c'est un monde, quoi, hein, c'est incroyable. Voilà. Donc depuis 100 millions d'années, l'abeille parvient à conserver un aliment plus riche que de la viande ou du poisson à 35 degrés de température. La température à l'intérieur d'une ruche, c'est 35 degrés. Les bébés, ils sont dans des couveuses, quoi.
Voilà. Et il faut pas, ça varie la température de moins d'un quart de degré, ce qu'on appelle le nid à couvain, l'endroit où il y a les larves. Et elle arrive à conserver, eh bien, écoutez, la ruche s'est saturée d'humidité, parce qu'autrement les larves, elles se dessécheraient. Eh bien, imaginez votre domicile avec saturé d'humidité, c'est-à-dire que vous ruisselez de partout, 35 degrés, et essayez de conserver de la viande ou du poisson dans ces conditions-là. Ben, l'abeille, elle y arrive en mettant des ferments qui vont faire un petit fromage lacto-fermenté à l'intérieur de la ruche. Et c'est comme ça que ça se conserve. Et ces ferments, les premiers qu'elle met sur le pollen, ils sont destinés à éliminer tous les germes qui pourraient, on appelle ça, qui pourraient pourrir le pollen, les germes de putréfaction. Donc il ne reste que des ferments lacteurs qui sont des germes de conservation. Donc le pollen, on le récolte soit sous la ruche, soit à l'entrée de la ruche avec ce qu'on appelle des trappes à pollen. On fait passer les abeilles à travers une grille en plastique et elles perdent en général la moitié des pelotes qu'elles ont après leurs pattes et ça tombe dans le tiroir. Bon, ça c'est chez moi, c'est une trappe. Nous, on a comme il pleut pas mal dans notre région, au moment où on récolte le pollen au printemps, eh bien, on a le tiroir à pollen qui est sous la ruche. Comme ça, il n'est pas mouillé par la pluie. Voilà. Donc, c'est la cellule, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La richesse du pollen, c'est la richesse nutritionnelle pour nous. Et le pollen contient des éléments en très grande quantité. C'est les caroténoïdes, les polyphénols, les phytostérols, les vitamines, les acides gras polyinsaturés. Donc, si vous lisez mon livre « Ces pollens qui nous soignent », vous aurez les explications. Par exemple, les phytostérols sont très intéressants pour faire baisser le cholestérol. Donc, le pollen fait baisser le cholestérol de manière dose dépendante. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup de mauvais cholestérol, eh bien, avec une cuillère à soupe par jour, va faire une baisse de 15 à 20% du taux de mauvais cholestérol. Et c'est dose dépendant, c'est-à-dire que si ça ne suffit pas, il faut augmenter la dose. Vous voyez, voilà. Les polyphénols sont des molécules qui vont agir au niveau du foie et qui vont détoxifier l'organisme. Les vitamines, bon, vous connaissez leur rôle, voilà. Alors, un grain de pollen, j'ai trouvé ce schéma très, très simple sur Internet, est constitué par différentes enveloppes. Le grain de pollen, l'entine, ce sont des fibres dures qu'on va rejeter dans les selles. Et l'exine, c'est ce qui est à l'extérieur. L'entine va être recouverte de substances de protection contre le rayonnement solaire, la dessiccation, etc. Et c'est là que se trouvent les substances de protection. D'accord ? À l'intérieur du grain de pollen, eh bien, il y a la cellule fécondante de la fleur. Donc là, on va trouver plus des acides aminés et des protéines. Voilà. Quand avec un solvant, on retire toute l'exine du grain de pollen, eh bien, on voit cette structure de fibres dures qui va être en fait rejetée et qui permet de caractériser chaque plante. Voilà. Donc le grain de pollen, lui, l'intérieur du grain de pollen est digéré aussi parce que l'abeille, quand elle récolte le pollen, elle y met du nectar, donc il y a une forte concentration en sucre. Ce sucre va percoler à l'intérieur de la cellule. Et quand vous mettez ce pollen dans la salive ou dans de l'eau ou comme si vous buvez votre thé derrière une cuillère à soupe de pollen, eh bien chaque grain de pollen va éclater et expurger l'intérieur du grain de pollen. C'est ce petit nuage que vous voyez autour du grain de pollen. Voilà. Le cytoplasme est libéré de la cellule de pollen. Ainsi, les antioxydants qui sont à l'extérieur sont digestibles. Seule la partie de cellulosique en fait, est rejetée. Vous connaissez un petit peu maintenant le pollen. Je vais vous parler de la propolis. Alors la propolis, c'est une résine récoltée par les abeilles sur les plantes. Et alors elle récolte là où elle la trouve. Hein.
Chez nous, c'est le peuplier dont elles sont folles, dont les bourgeons donnent de la propolis. Elles vont récolter sur les bourgeons des peupliers. Voilà un bourgeon de peuplier. Vous voyez, avec cette aiguille, j'ai prélevé la propolis sur une patte d'abeille qui rentrait à la ruche. Vous voyez, et je l'ai approché d'un bourgeon. Vous voyez, c'est exactement la même substance. Ça vient du peuplier. Et c'est une substance dont le peuplier va protéger ses bourgeons jusqu'à l'année suivante. Le peuplier, ça pousse très vite. D'ailleurs, il s'en plante beaucoup au Maroc en ce moment. Je trouve ça très bien pour les abeilles marocaines. Parce qu'elles vont chercher, même si ce n'est pas une plante qui est courante ici, eh bien, les abeilles vont chercher la propolis sur ces plantes. Et donc, le peuplier fait une pousse très rapide, une année. Et puis, les bourgeons latéraux vont attendre l'année d'après pour poursuivre leur croissance. Et donc, le bourgeon se protège avec cette substance qui est âpre au goût. Donc, les oiseaux ne l'aiment pas. Donc, déjà, les oiseaux qui mangent les bourgeons vont pas manger les bourgeons de peuplier. Ensuite, c'est une substance qui est très antiseptique. Ça tue quasiment tous les virus, tous les microbes et tous les champignons aussi, c'est bactéricide. Ben voilà, là vous voyez mes doigts qui sont en train de tenir une abeille pour lui piquer sa propolis. Alors c'est pas comme ça qu'on la récolte, hein. Je peux vous dire, parce qu'autrement ça serait trop long, quoi. Donc on la récolte en mettant des grilles en plastique sur les cadres de la ruche, et les abeilles vont boucher les trous de cette grille. Quand la grille est pleine, on la retire, on la roule, on la met au congélateur. La résine qui est très souple et très collante va devenir cassante, et donc on manipule cette grille pour que la propolis congelée tombe et soit récoltée. On la garde en congélation, et après on va extraire les principes actifs avec de l'alcool, parce que l'alcool est le meilleur solvant pour extraire les principes actifs de la propolis. Alors on n'est pas obligé de consommer forcément l'alcool. Donc on a des produits qui contiennent l'alcool, qui sont par exemple à usage externe, hein, sur un eczéma, ça guérit 100% des eczémas, parce que l'alcool va s'évaporer, ça fait comme un petit vernis sur la peau qui empêche de se gratter, qui fait cicatriser, qui désinfecte. Parce que quand on se gratte, il y a des petites plaies et qui s'infectent forcément. Et ça, c'est très désinfectant. Donc on peut soigner avec ça. Ou alors les boutons de fièvre, vous savez. À ce moment-là, vous trempez, là il faut de l'alcool, vous trempez le produit dans de l'alcool, dans la propolis, la solution hydroalcoolique de propolis, et vous mettez le produit comme ça, et l'alcool va faire que le propolis va pénétrer à l'intérieur du tissu et va prévenir l'herpès. Dès qu'on sent le fourmillement, etc., c'est plus efficace que les médicaments vendus pour ça. Voilà. Ça peut être mis aussi oui, dès que ça a commencé, dès qu'on sent. Moi, j'en ai eu de temps en temps. Bon, je ne m'en mets pas de la propolis tous les jours, je dois dire. Hein. Mais si jamais je sens des fourmillements, que ça commence ça va me donner un bouton d'herpès, je mets ça et ça n'apparaît jamais, quoi. Ça disparaît. Au bout de 2-3 jours, j'ai plus de symptômes, j'arrête. Voilà. Donc c'est très efficace. On peut aussi tamponner des aftes avec la solution alcoolique. Là, il faut qu'il y ait l'alcool pour vraiment être actif, quoi, hein. Voilà. Après, on peut aussi consommer avec l'alcool, mais c'est très désagréable à consommer. Donc là, on a créé la société Pôle Énergie que j'avais créée, que j'ai revendue. Et maintenant, je leur porte assistance un peu comme j'ai des amis marocains, que j'aime trop le Maroc, donc ça me donne l'occasion de venir au Maroc, donc je suis content. Et donc, la société Happy Service va vendre ses produits et les distribuer. On est en cours de régularisation des formalités, ce qui n'est pas simple. Voilà, mais bon, ça va pouvoir se faire. Donc la propolis, le problème, c'est que les abeilles vont tout coller dans la ruche avec la propolis. Et moi, le premier, je racle cette propolis
parce que ça gêne le travail de l'apiculteur. Et cette propolis, moi-même, je la jette. Alors que bien des apiculteurs la vendent à des gens qui vont en faire des extraits alcooliques et tout, et la mettre sur le marché dans des produits. Et à mon avis, ça, c'est pas correct, parce que cette propolis, elle est plus ou moins vieille, elle a plus ou moins des résidus, ne serait-ce que de l'enfumoir ou de produits de traitement de la ruche, et elle n'est pas convenable pour une consommation humaine. Bon, à usage externe encore, bon, ça passe, mais à usage interne, surtout pas. Et donc, on va voir la puissance d'action de cette propolis, et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas plaisanter avec ça. Ben, la puissance d'action, c'est, là je vous ai gardé, j'ai des conférences entières là-dessus, c'est en cancérologie. Donc, c'est un travail qui a été fait par Nada Orsolik et Ivan Basic en 2006. Je les connaissais très bien. Bon, Nada continue à travailler, Ivan Basic est décédé depuis. Et donc, ils ont travaillé sur des souris à qui on provoque des métastases pulmonaires. Ils ont pris du cancer mammaire de la souris, ils injectent ça dans le sang de la souris, et elle fait une 60aine de métastases pulmonaires qu'on peut compter, c'est des petites boules qu'on peut compter en sacrifiant la souris quelques jours après. Eh bien, si on donne de l'épirubicine, du 5-FU, enfin tous les produits de chimiothérapie qui mettent déjà 85% des femmes en rémission à 10 ans, hein, qui sont sur la femme très efficaces, eh bien, ça divise environ par 2 le nombre de métastases. Si on donne de la propolis, eh bien, vous voyez, au lieu d'avoir 30, 28 ou 30 métastases, on n'en a que 11 ou 12. Oui. Donc c'est même plus efficace que le produit d'apithérapie. Mais si on donne les deux, il n'y a plus que 4 ou 5 métastases. Voyez. Donc ça a une puissance d'action qui est extraordinaire. Cette expérimentation simule le cancer au stade de l'initiation. D'accord ? Voilà. Donc c'est par exemple, si on transpose ça sur la femme avec un cancer du sein, on opère le cancer du sein et c'est la chimio qui va être donnée en première intention après l'opération pour empêcher des métastases de se faire. Parce que l'opération provoque un choc émotionnel et physiologique et qui fait que le corps, au lieu d'éliminer les cellules métastasiques, eh bien, risque de les accueillir. Donc cette chimio, après une opération, elle est très utile. Hein. Mais chimio plus propolis, eh bien, gros avantage. Ça, c'est une autre expérimentation où on greffe. Alors ça, c'est le travail sur un cancer en cours de développement. Hein. On greffe un cancer solide sur une patte de souris. Et donc, ça va faire une boule qui va grossir, qui va tuer la souris en 20 jours environ, 20-21 jours. Si on leur donne de la propolis seule, ça ne va pas faire grand-chose, quoi. Hein, ça va les prolonger de quelques souris de 2-3 jours. Voilà. Si on leur donne un des produits de chimio les plus efficaces, le 5-FU, l'irinomycine, enfin ces produits qui sont très, très intéressants, eh bien, alors comment ça c'est ? Voilà. Eh bien, ces produits, les dernières souris vont mourir au bout de 55, 60 jours, des fois 70 jours dans certaines expérimentations, alors que c'est des produits qui mettent, je vous disais, 85% des femmes en rémission, parce que le modèle animal souris est très sévère. Une souris, ça vit que 2 ans et demi, la multiplication des cellules est très rapide, son cœur bat très rapidement, son métabolisme est extrêmement rapide. Eh bien, quand on donne le produit de chimiothérapie plus la propolis, mais il y a 40% des souris qui ne meurent plus du cancer. Quand on les sacrifie au bout de 120 jours ou 130 jours, eh bien, on ouvre la petite boule qui existe toujours sur la patte de la souris. C'est devenu une fibrose. Il n'y a plus de cellules cancéreuses. Donc, c'est très bien. Donc, c'est toujours à prendre avec
à associer à la chimio en cancérologie. N'utilisez pas ça comme outil principal. Alors on sait pourquoi ça fait ça. C'est parce que le produit de chimio, en fait, il n'est pas très toxique en lui-même. Il va empêcher les cellules de se multiplier ou les freiner, la multiplication cellulaire. C'est ce qui provoque, par exemple, la chute des cheveux. Parce qu'un cheveu, ce sont des cellules qui naissent et qui se kératinisent et qui meurent parce qu'elles sont kératinisées, et ainsi de suite. Et quand vous empêchez la cellule d'arriver, eh bien, évidemment, le cheveu va tomber et il n'y a plus de cheveux. Mais quand on arrête la chimio, eh bien, les cheveux ils repoussent normalement. C'est pareil au niveau de l'intestin. En notre muqueuse intestinale, la paroi de la muqueuse, on la change tous les 2-3 jours. Donc vous autodigérez une partie de votre intestin, environ 150 grammes, tous les 3 jours. Et pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'une muqueuse toujours neuve pour bien sélectionner ce qu'on doit garder, assimiler ou pas assimiler. Donc c'est vraiment intéressant. Et quand on prend un produit de chimio, eh bien on empêche cette multiplication. Donc ça provoque une dénutrition. Mais cette dénutrition va être arrêtée dès que la chimio s'arrête. Voilà. Alors pendant une chimio, on peut prendre une cuillère à soupe de pollen de cyste, parce que ça va aider aussi la muqueuse un peu. Mais ça ne va pas soigner, avoir un effet soignant au niveau du cancer. D'accord ? Mais le foie, lui, toutes les molécules étrangères, eh bien, il va les casser en morceaux pour pouvoir les éliminer. Et le problème, c'est que nos toxines, tout ça, ça fonctionne, mais avec les produits de chimio, ça ne fonctionne pas bien, parce que ces molécules sont liposolubles et qu'on ne sait pas éliminer ni dans les urines, ni dans les selles des produits liposolubles. Donc, il faut les rendre hydrosolubles. Et les molécules de propolis vont se coupler aux déchets, en fait, aux métabolites, on appelle ça des métabolites, qui sont des morceaux de la molécule de chimio, et ça va permettre de les éliminer. Donc ces métabolites, ce sont eux qui vont ruiner la formule sanguine, qui vont avoir... Merci beaucoup. Mais quel service ici, mais c'est géant, quoi. C'est une salle magnifique, etc. Donc merci beaucoup à toute l'organisation, parce que c'est vraiment bien. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, les métabolites. Les métabolites, donc les molécules de propolis les polyphénols en fait de la propolis vont se coupler aux métabolites et ça va permettre de les éliminer. Alors il y a eu plusieurs recherches dans le monde faites par deux Marocains qui vivent aux États-Unis, qui sont des Américains maintenant, et puis par un chercheur en Algérie, Nawel, qui a fait de très très belles publications sur ça. Il a donné à des rats les métabolites en direct, qui peuvent être faits de synthèse, et il a vu ce qui se passait exactement avec la propolis sur ces métabolites. Il a récupéré ça dans les urines, tout ça. Il a fait des belles, très 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 belles publications. L'avantage pour vous, c'est qu'il publie en français. Il n'est pas copain avec l'anglais, donc il publie en français. Donc, alors que partout dans le monde, tout le monde publie qu'en anglais, quoi. Même les gens de Fès qui travaillent en apithérapie publient en anglais. Voilà. Donc l'ensemble du système immunitaire est activé par la propolis. Les macrophages, les lymphocytes, tout ça, les natural killers. J'ai des présentations aussi que là-dessus. Mais l'ensemble du système immunitaire est soutenu. Donc la propolis n'a pas un effet antibiotique, mais un effet de stimulation du système immunitaire qui sait quoi faire et qui va agir.
Donc c'est vraiment une thérapeutique naturelle. Par contre, c'est antiseptique, c'est-à-dire met en contact direct. Je vous situer voilà, sur une plaie, sur tout ça, c'est antiseptique. Voilà. L'activation est adaptée à l'agresseur. C'est aussi antiviral. Hein. Il y a une belle recherche qui a été faite dans l'ex-Yougoslavie. Bon, ça, c'est le système immunitaire, hein, tout ce que ça stimule du système immunitaire. Voilà. Cette recherche a été faite par un médecin qui était formateur d'une école d'infirmières. Et alors, lui était apiculteur. Et tous les hivers, il prenait une cuillère à café de solution hydroalcoolique tous les matins. Et il n'avait jamais la grippe. Et quand il y avait une épidémie de grippe qui remplissait l'hôpital, eh bien, 70% ou 80% des infirmières n'étaient plus là. Elles avaient la grippe. Voilà. Alors, il s'est dit, mais j'en ai marre. Et il a offert un petit flacon de solution hydroalcoolique de propolis à toutes ses étudiantes. Il y en a qui l'ont pris, il y en a qui ne l'ont pas pris. Et il n'y a eu que 7% de grippe parmi celles qui l'avaient pris et 63% qui n'avaient pas pris le truc, qui ont eu la grippe, qui n'avaient pas pris la propolis. Voyez. Donc, et ça a été répété dans 2 autres hôpitaux dans l'ex-Yougoslavie, vous voyez. Mais on n'en parle pas. C'est plus efficace que le vaccin contre la grippe, même, hein, statistiquement. Mais c'est préventif. Parce que la grippe, ça dure que 3 jours. Et la propolis, ça met 8-9 jours avant de commencer à agir. Donc, par contre, sur le Covid, il y a des essais qui sont très intéressants. Parce que les 8 premiers jours de Covid ne sont pas très dangereux. Ça vient après. Donc si on a le Covid et qu'on commence à prendre de la propolis dès le début, eh bien, on n'aura pas les suites très mauvaise de ça. Donc ça a été fait avec la propolis verte du Brésil, au Brésil, et des gens qui rentraient à l'hôpital pour Covid, on leur a donné de la propolis et ça a réduit le temps d'hospitalisation de 50% et de 75% le taux de passage en réa. Oui. Alors que c'est un peu tard de le prendre à ce moment-là, mais quand même, ça a marché. Quoi. Ça a fonctionné. Donc, antiviral, très, très, très bien. Voilà. Donc, là, c'est ce que je vous expliquais. Les xénobiotiques, c'est tout ce qui est étranger. Eh bien, ça va devenir hydrosoluble et puis ça va pouvoir être éliminé. Alors, c'est la propolis est le produit le plus détoxifiant de l'organisme. Ça a été comparé à 15 produits qui, soi-disant, sont détoxifiants. Donc, certains l'étaient légèrement, mais la propolis a battu tous les autres produits. Donc ça, ce sont les transaminases. Bon, on peut vous faire une analyse de transaminases. Hein, et le témoin... Le témoin, voilà, ça c'est le témoin. Avec la propolis, ça ne change rien. On donne du mercure à des rats, eh bien, il y a une explosion des transaminases. Et si on donne mercure plus propolis, on se rapproche de la normale. Si on donne de la propolis à un lot de rats qui devrait tuer la moitié des rats, eh bien, si on leur donne de la propolis avec le mercure ou le plomb, il n'y en a aucun qui meurt. Voilà. C'est mon conseiller nutritionnel. J'aime bien regarder comment se nourrissent les animaux pour réfléchir au mode de nutrition. Merci de votre attention. Et les conseils des 2 frères. Je pense que les chimpanzés sont mes frères, animaux, bien sûr. Voilà. Et j'aime bien voir comment ils vivent et par rapport à nous. Et voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Patrice.
Merci, je n'ai pas assisté à cette conférence, mais elle est filmée, je vais avoir la chance de la réécouter. En tout cas, j'ai ressenti une attention excellente au niveau de la salle. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais être sur le stand de M. Aboulal, qui est ici, d'ailleurs. Il y a une grosse abeille au mur, là, sur un truc un peu froissé, d'ailleurs. Mais je serai sur ce stand. C'est sur le côté droit de la salle, au milieu à peu près. Et si vous avez des questions à poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. On a une question, je peux prendre encore une question, oui. Et puis ensuite on va préparer la salle pour la prochaine conférence. Une question, je prends une question. Vous avez levé la main. Bonjour monsieur, c'était excellent. Alors moi je reviens au pollen 6, le nom de pollen 6. Oui. Alors, est-ce qu'il y a différents pollens et en quoi l'action de ce pollen 6 ? Alors oui. Au début, quand j'ai eu mon problème pulmonaire, moi-même, je séchais tous les pollens et je les mélangeais et je les vendais tout mélangés. Et en fait, je me suis dit, vu que chaque pollen a un goût tellement différent, une couleur tellement différente, il doit y avoir des propriétés qui peuvent être différentes. Si on mélangeait tous les miels récoltés au Maroc, on n'aurait pas le meilleur miel. Évidemment, il vaut mieux avoir les miels, le miel de Forbes, le miel de thym, le miel de... Voilà. Et là, pour le pollen, ça a été vraiment une découverte extraordinaire, parce qu'on a j'ai mobilisé des fonds, des subventions pour pouvoir analyser les pollens. Et dans mon livre, il y a vraiment l'analyse. Le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une analyse, c'est ce qu'il y a dans mon bouquin, quoi. Et donc, on a des propriétés qui sont différentes d'un pollen à l'autre. On a pu déterminer en observant sur les consommateurs, parce que ma société s'appelle Pollenergie, mon ancienne société, et je faisais 70 jours de salon, comme ici, hein, en France il y en a beaucoup, par an. Et on revoyait les consommateurs de salon en salon. Donc ils pouvaient nous témoigner les effets ressentis. Donc c'était un laboratoire d'observation. Ce n'est pas des preuves, mais c'est des observations. Et c'était très précieux. Et certaines personnes nous ont dit, ce pollen-là, quand j'ai ma maladie de Crohn, je ne la sens plus quand j'en consomme. Alors que tel autre pollen, ça ne me fait pas grand-chose. Et donc après, on en a conseillé à des personnes qui avaient la maladie de Crohn, et à 95%, on a eu des retours positifs, si vous voulez. Donc on ne peut pas faire des études cliniques proprement parler, parce que ça coûte des fortunes et que c'est trop difficile à faire. Mais déjà, l'observation, ça peut être pas mal, d'autant qu'il n'y a pas de danger à consommer du pollen. Merci beaucoup. On va clôturer, parce que là, on prépare la prochaine conférence. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rapprocher de Patrice au niveau de son stand.